Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ces GRU 2021, bienvenue à ce rendez-vous des acteurs du renouvellement urbain, une session 2021 un peu particulière, 100% digitale, avec toute une série de propositions, notamment ce REX, ce retour d'expérience qui vous permettra, à partir d'un retour d'expérience, d'une pratique de terrain, de méthode, par des gens qui sont au plus proche de ce terrain, eh bien, de pouvoir vous alimenter dans vos pratiques professionnelles. Le sujet aujourd'hui, on va aller du côté de Laval sur un sujet de rénovation des bars mortiers avec, un intervenant, Laurent Foubert, que j'accueille, directeur du patrimoine et du développement urbain à Méduane Habitat. Avant de laisser la parole à Laurent, quelques précisions par rapport au déroulé de ce REX. Vous avez la possibilité d'interagir, soit à l'écrit tout au long de ce temps de présentation, et on s'efforcera de prendre vos contributions lors du temps d'échange, ou alors, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez prendre directement la parole. Simplement, je vous invite à le faire à la fin de la présentation de Laurent. Et simplement, avant de prendre la parole, n'hésitez pas à vous manifester en levant la main. Voilà, ces propos introductifs et ce cadre étant posé, je vous propose tout de suite d'écouter Laurent Foubert qui va nous retracer ce projet de rénovation des bars mortiers. Laurent, c'est à vous. Oui, merci. Vous m'entendez? Très bien, allez-y. Eh ben, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci pour de bien vouloir nous faire présenter et vous proposer cette réhabilitation qu'on a fait dans le cadre du deuxième ANRU que Laval a pu bénéficier sur le quartier de Saint-Nicolas. Donc c'est un projet de rénovation urbaine du niveau régional. Laval se situe au niveau des Pays de la Loire. Et on a un quartier qui est politique de la ville, le quartier qui s'appelle Saint-Nicolas, qui regroupe plus de 2000 logements sociaux répartis avec 2 bailleurs, dont Méduane Habitat. Et on a initié un gros projet de réhabilitation de ces ensembles dits Le Mortier, qu'on a initié et pour lequel on a eu aussi un démarrage anticipé parce qu'on était assez rapide sur l'élaboration de ce programme-là. C'est un ensemble immobilier qui se retrouve, donc vous voyez des photos avant-après, et sur la slide prochaine, si vous pouvez la passer, je vais juste présenter un peu urbanistiquement. Voilà. Alors, Laurent, n'hésitez pas à allumer votre caméra, comme ça on pourra vous voir. Ah, très bien. Voilà, très bien, merci. Alors, urbanistiquement, cet îlot-là, dit Le Mortier, se trouve à la croisée de différents ensembles diverses, aussi bien des activités et des équipements publics, c'est l'ensemble bleu en bas à droite, des équipements publics comme une piscine, un espace vert extrêmement agréable, un peu en haut à droite, des équipements de nouveau publics avec les services de l'État qui se trouvent ici, la DDT, les impôts, enfin des copropriétés, des commerces et des particuliers, qui est la partie violacée en contrebas. Et on se rend compte que notre résidence, Le Mortier, est à la croisée de ces chemins-là. Et c'est ce qui a guidé le plan guide de l'ANRU, organisé par notre chef de projet, Christian Perrier, au niveau de la Val-Aglo, associé à la fabrique urbaine qui a initié ce détail-là. On va regarder le slide précédent. Et vous voyez sur la diapo, revenez s'il vous plaît sur le slide. Voilà. Vous voyez que le trait d'aménagement a été fait sur comment créer ce lien-là au cœur d'îlot. Et c'est ce qui a motivé l'ensemble de nos réflexions. On voit bien que cet ensemble immobilier de Mortier est à la croisée de différents usages. Et notre résidence, qui finalement était assez hermétique à tous ces flux-là, comment la rendre ouverte? Et c'est pour ça qu'il y a cette initiative de créer un parc. C'était le petit 1, créer un parc en cœur de cet îlot-là, un parc piéton qui relie les grands axes et les grands fonctionnements de ce quartier-là. Copropriété, grand espace vert, équipement public, collège, etc. Et c'est ce qui a motivé l'initiative de ce plan guide. Là, on va pouvoir revenir sur la première diapo.
Et donc, ce programme de travaux est élaboré. C'était un ensemble immobilier fait en 1972 et il a été élaboré naturellement en concertation avec nos locataires dans le cadre d'une concertation réglementée et il a été approuvé à plus de 81%. Au-delà de réaliser une centre urbaine paysagère en cœur d'îlot, on voit sur les deux diapos, hein, avant-après, naturellement, c'était moderniser l'aspect général et redonner une attractivité à nos ensembles immobiliers pour retrouver donc une attractivité résidentielle et garantir que nos logements demain seront toujours attractifs, apporter plus de confort et de sécurité à nos locataires, donc créer un parc urbain ouvert au public, donc à tout public, et aussi avoir des vues de nos locataires sur ce parc urbain plutôt que sur un parking hier délaissé en cœur d'îlot. On accompagne avec une résidentialisation très précise sur les propriétés foncières publiques, privées et la gestion ultérieure de ces espaces-là. On élève le niveau de prestation en apportant des services complémentaires, en intégrant des ascenseurs dans chaque cage d'escalier. On avait 9 cages d'escalier, il y a maintenant, aujourd'hui, en R+4, avec des escaliers, et aujourd'hui, on a 9 ascenseurs qui desservent tous les niveaux. On a, pour le coup, intégré ces ascenseurs à l'intérieur de nos bâtiments, et cela a fait perdre, pour certains logements, 45 exactement, une chambre. Ça nous a permis de travailler sur les typologies, avant-après, et de diminuer nos typologies sur ces ensembles qui étaient avec des typologies plutôt grandes, pour retrouver des typologies qui correspondent plus à la demande locative actuelle sur l'agglomération. Notre demande locative sur notre territoire est essentiellement du T3. Et naturellement, on garantit à nos résidents actuels une desserte par ascenseur de l'ensemble de leur logement et donc le travail du maintien à domicile qui est extrêmement important sur ce quartier-là avec des familles qui sont quasiment là depuis l'origine. Il y a à peu près 15% quand même. Donc c'est important. Et qui étaient finalement en sous-occupation dans leur logement, de type 4 ou de type 5. Donc on a proposé une typologie et des loyers diversifiés, justement, en créant de nouveaux services, ascenseurs, en travaillant effectivement sur la réhabilitation, en faisant une augmentation de loyer suite à cette requalification, et aussi en proposant de nouveaux logements en surélévation et en proposant de nouvelles prestations, on va dire en sous-sol, où on a intégré tous les parkings souterrains. C'est-à-dire que les véhicules que vous voyez sur la photo du haut, finalement aujourd'hui sont complètement effacés et ils sont tous en souterrain. Et naturellement, les ascenseurs partent du R-1 maintenant jusqu'au R+5. Ce qui permet d'avoir une résidence comme une résidence neuve, c'était l'objectif. Aujourd'hui, nos résidences, elles sont toutes construites de la même façon. On a un sous-sol, on a des jardins au rez-de-chaussée qu'on propose aux locataires du rez-de-chaussée. On a 4 niveaux, plus un 5e niveau avec une terrasse. Tous nos locataires ont des accès extérieurs et on a des typologies de produits sur une même résidence diversifiées. C'est-à-dire qu'on a les produits dont on avait sur la réhabilitation qui sont à 4 € en moyenne du mètre carré. En surélévation, on a réussi à construire des logements PLUS avec une dérogation particulière de l'État sur ce type de produit-là, et des logements PLS aussi, que ce soit en surélévation et aussi en extension urbaine. Donc, ça nous permet de proposer tout type de loyer, tout type de logement, et garantir une mixité sociale au cœur même de nos résidences. On peut continuer. Vous voulez revenir sur cette slide? Non, là, on va poursuivre, Laurent. Vous aviez expliqué le fonctionnement du quartier, de la localisation. Donc, vous allez voir là quelques photos des réalisations. En bas à gauche, vous voyez effectivement l'intégration d'un parking souterrain sous le bâtiment existant, avec l'ouverture par un hall traversant sur un parc en cœur d'îlot. Donc ça, c'est le principe schématique qui a été réalisé. La photo juste en dessous, juste au-dessus,
On intègre sur la dalle de parking souterrain des jardins privatisés pour les logements des rez-de-chaussée et un espace aussi collectif. Et ceci accède au parc urbain public en cœur d'îlot. Vous voyez sur l'image du dessus, c'est la surélévation qui a été créée. L'image à droite, on voit le avant-après de la résidence, avec donc une surélévation, une extension urbaine, la création de jardins au-dessus d'un sous-sol, des espaces extérieurs individuels, terrasse, balcon, jardin. On est bien sur une résidence totalement neuve, avec une mixité de produits proposés à la location. Vous voyez en bas à droite l'emprise que l'ascenseur a eue sur le bâtiment et la suppression d'une chambre en bout de couloir pour intégrer l'ascenseur. On peut continuer. Merci. Les acteurs, les outils, les méthodes, sur le management d'opération, naturellement, c'est une enquête sociale très précise. Quel type de population nous avons sur ce quartier-là, quels sont leurs besoins, et on se rend compte que l'attachement que nos locataires avaient à ce quartier-là. Et on s'est aussi rendu compte dans cette enquête-là qu'ils avaient besoin naturellement de plus de services. Hein, la mobilité et le maintien à domicile est un sujet qu'on a tous. Et aussi, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que le parc urbain vert qui était à proximité vraiment immédiate de cet îlot-là, en fait, était assez méconnu parce qu'il manquait d'une orientation ou un peu d'une entrée dans ce parc-là. Et par l'aménagement de nous, cœur d'îlot, on aide aussi à identifier mieux ce parc urbain vraiment qui est très vaste et très agréable et qui est aujourd'hui sous-exploité et qui, demain, par aussi la rénovation que la ville de Laval va faire sur ce parc-là, aura tout son sens. Donc, on a aussi accompagné cette ouverture de parc au Lavallois par ce cœur d'îlot qu'on a créé au milieu de cet îlot du Mortier. Et ça, c'était revenu dans les enquêtes sociales et techniques aussi qu'on a pu faire sur les problématiques aussi naturellement techniques qu'on a pu résoudre dans le cadre de l'opération. Donc, une programmation en concertation longue avec nos locataires. Et il le fallait parce que c'est une opération ambitieuse. 12 millions d'euros qui ont été injectés sur ces 123 logements. Et on a pris le parti de faire un accompagnement technique en conception-réalisation avec une programmation très précise pour garantir le management technique et financier de l'opération sur toute sa durée. C'est une opération très complexe qui a duré 18 mois, qui est aussi bien une opération d'urbanisme, une opération de rénovation architecturale, une opération de rénovation technique avec des problématiques techniques, mettre un sous-sol sous un bâtiment, mettre des ascenseurs en lieu et place de chambres, tout ceci en site occupé dans une des conditions de sécurité qui devaient être optimales et en garantissant la tranquillité de nos résidents lorsqu'on fait des travaux. Donc on a aussi eu un accompagnement très fort avec 2 personnes à temps plein qui étaient sur site, une personne dédiée spécifiquement aux locataires pour toute réclamation possible et inimaginable. Un locataire est considéré pour nous comme si c'était une entreprise complémentaire. Voilà, il y a 12 corps d'État qui travaillent sur ce chantier-là, mais on a 123 familles qui fonctionnent différemment, qui ont leur fonctionnement propre, et donc qui doivent être écoutées, accompagnées, rassurées. Et dès qu'il y a une difficulté, il doit y avoir quelqu'un qui doit pouvoir apporter des réponses. Et c'était le rôle d'une personne qui était dédiée, pour lequel on avait demandé à Bouygues Bâtiment de positionner sur site. Et il y avait une autre personne, un ingénieur de travaux, qui s'occupait de la coordination précise des entreprises et du maintien en service de nos bâtiments pendant cette réhabilitation-là. Donc l'accompagnement, c'est vraiment la coordination entreprise-locataire, relations clients, interpellation, prise de rendez-vous et prise en compte des problématiques individuelles. Plus les problématiques individuelles sont prises en compte tôt, plus c'est simple d'y apporter une solution avec l'ensemble des partenaires. Donc on a des journaux d'information naturellement qui étaient passés, des réunions régulières qui étaient faites pour justement informer nos résidents qui étaient notre cœur de la priorité absolue. On peut passer la suivante. Les difficultés rencontrées, c'est gérer la complexité technique de ce type d'opération,
les nuisances occasionnées qu'il faut anticiper, expliquer et minimiser, et garder l'adhésion et la cohérence durablement. Projet imaginé dans les premières réflexions 2014-2015, même 2013, pour une livraison 2019, il faut que l'ensemble des acteurs soient fédérés à cette réalisation-là, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très conséquent. Et quand on voit la photo en haut à droite, où vous voyez le parking souterrain qui est en extension du bâtiment, les 5 niveaux de bâtiment, plus la surélévation qui est en cours avec une toiture qui a été déposée, tout ceci dans des conditions naturellement l'hiver, etc., là où il faut. Et ben, à l'intérieur de ce bâtiment-là, on avait nos locataires. Donc naturellement, il faut garder une cohérence pour garder un fonctionnement des équipes, des hommes proches, pour éviter que ça, voilà, pour que ce soit compris, compréhensible et accepté par nos locataires en cours de chantier. Voilà. Les leviers pour réussir, une maîtrise globale, technique, financière et administrative. Si on n'a pas une vue globale, c'est techniquement impossible. Si on n'a pas une vision financière aussi, de tous les types de financement, que ce soit les financements de la réhabilitation ou les financements du neuf, et aussi les financements liés à cette zone qui est donc en ANRU avec des accompagnements particuliers sur le financement, c'est compliqué à avoir cette vision globale financière. Et on a besoin d'avoir cette vision globale financière pour aussi avoir cette vision globale technique et les impacts les uns des autres. Le management d'opération avec les bons partenaires. Donc, c'est vrai que la réflexion initiale sur, voilà, notre ambition qu'on a à Medan Habitat pour accompagner la rénovation urbaine de ce quartier-là, vers qui on va pouvoir se tourner. Donc, la réflexion de la conception-réalisation est apparue assez pertinente, justement pour garantir cette cohérence durable aussi au niveau de l'équipe projet entre les études et la réalisation. Une MOP classique aurait été impossible à gérer avec la problématique après tous les corps d'état séparés, à coordonner avec une maîtrise d'œuvre, voilà, où chacun finalement est à sa place, mais on avait besoin vraiment d'un management très transversal et cet outil-là nous a permis de réaliser cette opération-là. Et pour le coup, on en est très satisfait parce qu'on a eu quasiment aucune réclamation, alors que voilà, les conditions étaient vraiment très dures. Supprimer un toit et mettre des ascenseurs et donc faire des trous dans 4 niveaux jusqu'au sous-sol avec nos locataires en place quand il pleut, vraiment, c'est très compliqué. Et ça s'est vraiment très bien déroulé, à ma grande surprise pour le coup, mais parce qu'il y avait une présence vraiment sur place et il y avait une écoute et nos locataires comprenaient ce qui se passait et acceptaient et même étaient satisfaits parce qu'effectivement, les premières réalisations, les premières cages qui se sont… donc, on a, en termes d'avancement de chantier, c'était cage par cage. Et ben les locataires étaient ultra satisfaits de ce service rendu. Avoir une sécurisation de leur véhicule en sous-sol, pouvoir amener des courses via un ascenseur, avoir cette rénovation globale qui est très qualitative. On sait que nos résidents en place vont encore passer quelques années maintenant aussi dans ces résidences-là. Donc la communication de l'équipe projet est très importante et la communication aussi en interne chez nous, en inter-bailleurs, est aussi très importante parce qu'effectivement, on allie l'ensemble de nos compétences. On a nos conseillères sociales qui étaient aussi présentes en lien avec la personne qui était sur place pour apporter des solutions. Alors, on a les services neufs, les services réa, on a la gestion locative, on a la comptabilité sur la gestion des loyers, sur la gestion des régules de charge. Donc, c'est vraiment un travail aussi chez les bailleurs qui doit être très transversal, avec une communication très précise aussi. Et naturellement, une communication vers les résidents avec une relation locataire disponible. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un de disponible auprès de nos locataires. Merci
Merci Laurent pour ce partage, cette belle expérience et ce résultat. On vous propose maintenant de pouvoir réagir par rapport à cette présentation. Alors deux façons, soit vous écrivez et vous nous faites parvenir un message via le chat, ou alors vous pouvez prendre directement la parole. Voilà, n'hésitez pas. On a un peu de temps pour échanger, pour poser des questions, pour peut-être demander certaines précisions par rapport à cette opération. Moi, je veux bien commencer. Voilà, Damien de Lanrue. Donc, oui, donc Damien Caxa, chargé de mission territoriale de Lanrue, notamment pour la région Pays de la Loire. Donc, je vais remercier M. Foubert pour cette présentation et pour cette opération qui est vraiment exemplaire à nos yeux de ce que peut être une réhabilitation de logements sociaux typiques des années 60-70 dans les quartiers, pour les transformer vraiment dans des logements du 21e siècle et avec une approche à la fois urbaine, on l'a vu avec l'approche du parc urbain, avec les cheminements, les limites de résidentialisation qui sont bien respectées, avec une approche, bien sûr, aussi image esthétique, avec le traitement des façades, les surélévations, les extensions pour former un ensemble urbain cohérent, avec une approche aussi pour le service aux habitants, avec les parkings souterrains, puis bien sûr l'ajout des ascenseurs qui apportent une vraie plus-value au logement, puis l'approche aussi stratégique, on va dire, en termes aussi de peuplement, avec à la fois la restructuration des logements pour les adapter en fonction de la demande actuelle de logements sociaux, et l'ajout de logements à la fois en plus et en PLS aussi, qui on pourrait peut-être aussi développer un peu sur cet aspect. Il y a eu un vrai succès, entre guillemets. Faire du PLS dans les quartiers, c'est pas toujours a priori quelque chose de facile à faire. Là, pour le coup, a priori, dans les premiers retours que vous avez eus, ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt permis d'attirer un public assez différent dans le quartier. Donc, je pense qu'on est vraiment sur une opération assez complète et assez exemplaire. Et si vous aviez des éléments, un peu sur cet aspect peuplement, ça serait intéressant, je pense. Donc, effectivement, dans ce quartier-là, il faut qu'on arrive à retrouver aussi de l'accession à la propriété. Ça, c'est important. Aujourd'hui, le quartier Saint-Nicolas, en termes d'image, n'a pas encore, ça sera dans 5 ou 6 ans, 10 ans, l'image de Saint-Nicolas va revenir, l'image qu'on a tous, parce que c'est un super quartier, mais l'image du Lavallois par rapport à ce quartier-là n'est pas encore celle-ci. C'est vrai que l'ambition, c'est de pouvoir réimplanter du logement d'accession à la propriété sur ce quartier-là. Et on s'était dit avec l'État, avec vous, Lanrue, les logements de type PLS permettent d'accueillir une nouvelle population déjà sur ce quartier-là et de franchir une sorte d'obstacle idéologique d'intégration de ce quartier-là. Et ça permet de toucher une population qui est différente. Et on a pu toucher donc des populations quand même à fort revenu. Et on a pris le temps, et c'était un choix de la direction générale de prendre le temps des attributions pour garantir que c'est bien des populations correspondant à des revenus dont on cherchait pour intégrer ces populations dans ce quartier-là, pour garantir cette mixité sociale-là. Et aujourd'hui, on est à 1 an et demi totalement livré. Il reste quelques PLS, voilà, pour 2 ou 3. Mais chaque mois, ils sont attribués et on a créé un lien très fort avec Laval Économie, justement pour accueillir, parce que c'est un sujet sur Laval Agglomération. On a un taux de chômage qui est plutôt très bon par rapport à la moyenne nationale en Mayenne. On a des entreprises qui recherchent à recruter. Malheureusement, il y a une offre de logement qui n'est pas suffisante. Et donc, on est en lien avec Laval Économie justement pour accueillir ces cadres, ces agents de maîtrise auprès de ce quartier-là. Et les retours qu'on a, c'est assez surprenant, hein, des personnes qui viennent de Lyon, de Lille, etc., qui naturellement ne connaissent pas Laval ni le quartier de Saint-Nicolas. Quand ils arrivent au pied de la résidence, ils disent elle est super cette résidence-là, moi je la veux, je prends le logement. Et donc c'est ça l'intérêt de travailler sur tous les aspects, aussi bien urbains, architecturaux, techniques et de type de produits. C'est quand on a quelqu'un
qui n'a pas cette image tronquée du Lavallois comme nous on l'a, malheureusement. Quelqu'un de l'extérieur, il arrive sur ce site-là, il dit c'est tout ce qu'on recherche. Et donc je prends. Donc une expérience très, très complète, à la fois sur la question architecturale, urbanistique, mais aussi d'un point de vue social. Peut-être d'autres questions, d'autres réactions par rapport à ce témoignage et cette réalisation sur Laval. N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Allez, moi j'en ai peut-être une, Laurent. 80,3% des personnes qui ont approuvé ce projet. Est-ce que c'est lié au résultat? Est-ce que c'est lié au processus qui a été mis en œuvre en termes de concertation et de communication, ou un peu des deux, selon vous? Non, je pense que c'est le processus de concertation, parce que le résultat, vous savez, nos locataires sont toujours craintifs quand on leur dit voilà ce qu'on espère faire. Hein, ils ont toujours oui, les belles paroles, et on leur dit mais si, je vous assure, mais bon. Donc le processus de concertation, il est long, et il doit se faire. Et il ne doit pas se faire dans un temps tout court ou en faisant une ou deux réunions. Il faut que chacun, aussi nos locataires, ait un temps de maturation important et qu'on fasse ça par étapes. Donc, on a ici ça 1 an et demi avant de présenter le projet. Naturellement, Meudon avait des ambitions, on avait une orientation, on espérait aboutir à ça. Mais le lien avec nos locataires nous permet de réajuster et aussi de les accompagner dans leur réflexion. Parce qu'on ne passe pas d'un bâtiment où il y avait un parking et 4 bâtiments autour à je mets des sous-sols, je mets des ascenseurs, je mets une surélévation et messieurs, dames, vous allez rester dans le logement et ça va bien se passer. Pour ça, il faut aussi recréer du lien avec nos locataires. Et ce travail de concertation qui est en fait privilégié, c'est une chance aussi pour nos résidents. C'est ce que je dis à chaque concertation qu'on fait quand on fait des réhabilitations. C'est il y a un focus sur un ensemble immobilier et sur nos résidents. Et ils ont un accès bien plus direct à Meudon Habitat aussi, qui permet de créer le lien et qui permet de créer la confiance. Parce que sans confiance, on ne peut pas faire ces choses-là. Merci. Alors, une dernière question en 1 minute. Laurent, ça va aller rapide. Une question dans le chat. Quelles sont les innovations énergétiques intégrées à ce projet thermique et renouvelable? Voilà, c'est une question de Marc-Paul Lagema. Alors, on était déjà sur des patrimoines qui étaient classés en D. On les a fait classer en C. Par les équipements techniques qui ont été renouvelés, hein, les sous-stations, les ventilations, mais on a été déjà sur une isolation par l'extérieur. Donc, on n'a pas renforcé cette isolation par l'extérieur parce qu'on connaît les problématiques techniques de ces types de bâtiments-là. Plus l'isolation est forte et plus les bruits intérieurs sont amplifiés. Donc, on est resté sur… c'était un ensemble qui avait déjà subi une paulose dans les années 80 sur la rénovation thermique. Donc, juste par le changement technique, en mettant des nouveaux équipements techniques, on a sauté de catégorie, on a descendu de 20%. Mais ce n'était pas l'axe premier. D'accord, mais vous y avez contribué. Et on y a contribué. Très bien, merci. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier pour cette présentation, votre intervention, Laurent Foubert. Donc, je rappelle, vous êtes directeur du patrimoine et développement urbain à Meudon Habitat. Merci aussi à vous qui avez participé à ce REX. Et on vous propose de poursuivre votre participation à ces GRU 2021. Il y a encore une série de REX qui vous est proposée. Vous avez toujours la possibilité aussi de pouvoir vous rendre sur la plateforme, le café virtuel, et notamment pour poursuivre les échanges. Et vous avez aussi la possibilité d'aller découvrir des structures innovantes qui ont engagé des démarches innovantes. Voilà, merci pour votre participation et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Merci.